Élection présidentielle ce dimanche en Tunisie. 5,3 millions d'électeurs sont appelés à départager les 27 candidats en lice. Des milliers de manifestants dispersés au Togo à coups de gaz lacrymogène. Ils voulaient protester contre le président Faure Gnassingbé. Un an déjà que les mouvements de contestation de Maïdan ont commencé en Ukraine, on déplore plus de 4100 morts. Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition que nous allons démarrer avec la Tunisie. Demain dimanche, les Tunisiens seront aux urnes pour l'élection présidentielle. Ce samedi, les autorités du pays ont procédé aux derniers préparatifs sous la supervision du Premier ministre. Mehdi Djoma s'est dit très confiant, voyant en la présidentielle de demain un espoir pour la région. Pour la première fois depuis la révolution de 2011, les Tunisiens voteront librement ce dimanche pour leur chef d'État. Ils sont près de 5,3 millions d'électeurs à être appelés aux urnes pour ce scrutin, devant achever de doter la Tunisie d'institutions pérennes. C'est un grand espoir pour la région, c'est un grand espoir pour les jeunes de la région. J'espère que nous étions le premier à rentrer dans ce cycle de changement qu'on a appelé le printemps arabe. Nous serons le premier, mais d'autres suivront. Donc voilà, c'est plutôt de l'espoir que du modèle. Au total, 27 personnalités sont en lice pour cette présidentielle tunisienne. Parmi elles, 5 ont jeté l'éponge au cours de la campagne électorale, mais elles restent inscrites sur les bulletins de vote. Donné favori du scrutin malgré son âge, 87 ans, Kaïd Essebsi, le leader du parti Nida Tounes, a axé sa campagne sur la restauration du prestige de l'État. Le parti islamiste Ennahda, arrivé deuxième aux législatives d'octobre, n'a lui pas présenté de candidat, laissant ainsi à ses membres et partisans la liberté de faire leur propre choix. Au Togo, des milliers de partisans de l'opposition qui voulaient protester contre le régime du président Faure Gnassingbé ont tenté vendredi de marcher sur l'Assemblée nationale. Ils ont été repoussés par des gendarmes qui ont fait usage de gaz lacrymogène. Les autorités togolaises avaient interdit aux manifestants de s'approcher des environs du Parlement. L'intervention des forces de l'ordre a dispersé la plus grande partie des protestataires, dont quelques-uns ont incendié des pneus et dressé des barricades sur certaines voies, notamment dans le quartier de Baie, un fief de l'opposition à Lomé. Le calme est cependant revenu rapidement. Et puis l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade a réaffirmé vendredi l'innocence de son fils et ex-ministre Karim Wade devant ses partisans à Dakar. Jugé depuis le 31 juillet, Karim Wade est poursuivi pour enrichissement illicite. Devant des milliers de personnes, l'ex-chef d'État sénégalais a assuré qu'il n'ont trouvé aucun immeuble, aucun compte à l'étranger à son nom et au nom de Karim Wade, suite à la traque des biens mal acquis déclenchée par le président Macky Sall qui a envoyé des commissions rogatoires à travers le monde. Outre son fils, Abdoulaye Wade a évoqué tous ceux que Macky Sall a emprisonnés, dont de nombreux responsables de l'ex-pouvoir qui n'ont rien fait. Karim Wade, qui fut d'abord conseiller puis puissant ministre de son père, président du Sénégal de 2000 à 2012, est jugé depuis le 31 juillet dernier par la Cour de répression de l'enrichissement illicite, une juridiction spéciale. En détention préventive depuis avril 2013, il est accusé d'avoir illégalement acquis 178 millions d'euros par le biais de montages financiers complexes sous la présidence de son père. On veut qu'il libère le petit là. Parce que vraiment, prendre l'enfant de quelqu'un, mettre en prison, vraiment ça fait mal. Nous les mères de famille, ça nous fait mal aujourd'hui. D'après la défense, son patrimoine atteint environ 2 millions d'euros, gagné pour l'essentiel quand il était trader en Europe avant de travailler auprès d'Abdoulaye Wade, son père. Notre pays a rétrogradé depuis que je suis parti. Pour me résumer,
Il n'y a pas d'emploi, les jeunes sont en chômage. La belle université que j'avais laissée avec des étudiants qui étudiaient est complètement détruite. L'enseignement est détruit. Les élèves traînent dans les rues. Les paysans sont désespérés. Devant des militants dont plusieurs portaient des banderoles et pancartes hostiles à Macky Sall, l'ex-président Wade a affirmé qu'il n'avait pas l'intention de faire un coup d'État, même s'il en était totalement capable. La manifestation qui s'est terminée sans incident a été encadrée par la police anti-émeute dans un quartier populaire, place de l'Obélisque de Dakar. Rendons-nous maintenant au Burkina Faso où le lieutenant-colonel Zida a transmis le pouvoir au président de la transition Michel Kafando. C'était vendredi dans la soirée en présence de 6 chefs d'État africains. Le lieutenant-colonel Zida transmet ainsi le pouvoir au président de la transition burkinabé. Devant 6 chefs d'État africains, des présidents d'institutions sous-régionales et internationales, sans oublier le peuple burkinabé venu nombreux au Palais des Sports de Ouagadougou, Michel Kafando est investi dans ses nouvelles fonctions dont il assure mesurer l'ampleur. Le message du peuple est clair et nous l'avons entendu. Plus jamais d'injustice, plus jamais de gabegie, plus jamais de corruption. Tout nous conduit donc à prendre nos responsabilités pour répondre à cet appel. Dans son discours d'investiture, Michel Kafando a envoyé un autre signal fort en annonçant des investigations pour identifier le corps du président Thomas Sankara, tué lors du putsch qui porta au pouvoir en 1987 Blaise Compaoré. Au nom de la réconciliation nationale, j'ai aussi décidé, par le fait du prince, que les investigations pour identifier le corps du président Thomas Sankara ne seront plus assujetties à une décision de justice, mais sera du ressort du gouvernement. Et d'ores et déjà, aujourd'hui même, à cet instant même, cette autorisation est accordée. 3 semaines après la chute de Blaise Compaoré, contraint à la démission le 31 octobre par la rue, c'est donc parti pour une année de transition au Burkina Faso. Transition qui sera conclue par des élections présidentielles et législatives en novembre 2015. Direction la Sierra Leone, un des pays les plus dangereux au monde pour accoucher et élever un enfant. Le virus d'Ebola fait peser un danger supplémentaire sur les femmes enceintes. Reportage. Au cœur de la capitale de la Sierra Leone, le personnel du dispensaire de Mabela se désole vendredi dans ses locaux vides face à la mosquée. Les femmes des pays d'Afrique de l'Ouest confrontées à Ebola préfèrent accoucher à domicile malgré les risques, fuyant les cliniques et les hôpitaux par crainte d'être contaminées ou au contraire refoulées par manque de place. À l'hôpital, nous n'avons pu aller nulle part. Nous sommes restés dedans, dans nos lits. Mais chez moi, je vais bien. Je peux marcher où je veux. Je fais la cuisine, je vais bien. Et pour ça, je remercie Dieu. La Sierra Leone a le taux de mortalité maternelle le plus élevé du monde, avec 1200 décès pour 100 000 naissances vivantes, un taux encore aggravé par Ebola, qui fait peser de nouvelles menaces sur les femmes enceintes et leurs bébés, car leur système immunitaire entamé par la grossesse se défend mal contre le virus. Il y a plusieurs éléments qui indiquent que dans les pays avec le virus Ebola, les femmes risquent davantage de contracter le virus. En partie à cause du fait qu'elles s'occupent des enfants et de la santé à la maison, mais aussi parce qu'elles sont impliquées dans les activités à la maison, et cela accroît leur risque d'être infectées. Manger de la nourriture saine est essentiel pour rendre des gens assez forts pour lutter contre les effets d'Ebola sur la santé. À l'écart du centre-ville, dans le quartier de Wellington, les infirmières du dispensaire du Kuntorlo ont trouvé une parade aux préjugés de leurs patientes. Elles travaillent en tenue de ville pour les rassurer.
Par ailleurs, le gouvernement a réagi en sanctionnant les accouchements à domicile, 50 000 léones, environ 11 $ à 9 € d'amende pour les femmes bravant la consigne. Mais ici, on soigne sans les dénoncer celles qui viennent chercher du secours après coup. Hors du continent africain, il y a tout juste un an, les mouvements de contestation de Maïdan démarraient à Kiev. 12 mois plus tard, la situation a bien changé avec la destitution de l'ancien président Viktor Yanukovych. Par ailleurs, la Crimée a été annexée par la Russie. La guerre dans l'est de l'Ukraine a déjà fait plus de 4100 morts. Au début des manifestations de Maïdan à Kiev, il y a tout juste un an, personne n'aurait pu imaginer que le conflit se propagerait comme une traînée de poudre. À des centaines de kilomètres de la capitale ukrainienne, en cette mi-novembre à Donetsk, ces maisons sont en feu, touchées par des tirs de roquettes. Ici, la trêve signée début septembre est restée lettre morte, les combats continuent et les habitants ont fui. Mon frère est parti d'ici il y a un mois et les 4 mois qui ont précédé son départ, il vivait dans la cave de la maison pour se protéger des bombardements. Il est père de 2 bébés. Dans un des quartiers généraux de la République autoproclamée de Donetsk, ce parlementaire exhibe un accessoire qui en dit long sur l'état d'esprit qui règne ici. Au début du mouvement de contestation, Valéry Skorohodov soutenait les manifestations de Kiev qui ont conduit à la chute de l'ancien président Viktor Yanukovych. Mais comme beaucoup d'autres dans l'est du pays, il est désormais persuadé que l'extrême droite ukrainienne a pris le contrôle de la situation. Pour cet ancien homme d'affaires, pas d'autre choix que de prendre les armes et pas de retour en arrière possible. Si on meurt, on meurt. Si on survit, alors on survit. Mais on ne courra pas, on ne se cachera pas. Certains habitants du quartier de Petrovski à Donetsk vivent dans des caves depuis des mois pour se protéger des bombardements. La guerre a déjà fait 4100 morts, dont 1000 depuis la signature du cessez-le-feu début septembre. Avant, on faisait partie de l'Ukraine, on avait une belle vie. Je n'arrive pas à comprendre à quoi sert la guerre. Je ne veux qu'un seul pays, mon pays, pour qu'on puisse vivre en paix. L'entrée en vigueur du cessez-le-feu a permis de réduire l'intensité des combats le long de la ligne de front, mais de violents affrontements se poursuivent chaque jour dans certains quartiers, notamment près de l'aéroport. Les habitants, eux, ne voient pas la fin du conflit arriver. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Sika.